Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de Symfony. On va prendre quelques minutes pour laisser tout le monde arriver, 2-3 minutes, hein, on a 1 ou 2 minutes d'avance. Et puis on va commencer. Bonjour à tous. Voilà, on voit les gens qui arrivent. Voilà, je vous ai mis un petit message dans le chat aussi, vous pouvez interagir avec nous. S'il y a un souci, si vous ne nous entendez pas bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on répondra avec plaisir. Déjà, j'espère qu'on nous entend bien. Bonjour Emmanuel. Patrice. Salut Patrice. Alexandra, etc. Encore un peu connecté. Voilà, vous nous entendez bien, donc c'est parfait, nickel. Donc on attend encore 2 minutes et puis on démarrera. En espérant que tout le monde a passé un bon été. Il y a encore quelques personnes en vacances de tous les retours d'emails qu'on a eu quand on a envoyé l'invitation. C'est normal. Voilà, on espère que vous avez passé un bon été, en tout cas, qui se termine. On vous le dit déjà, on le répétera sûrement, mais donc tout ce qu'on va faire là est enregistré. Du coup, si après vous voulez le passer à des collègues, le montrer à d'autres gens, ce sera possible. On vous enverra un replay, un lien de replay juste après aujourd'hui ou demain. Et vous pourrez le partager, le revoir si vous voulez, sans souci. Alors, hop. On attend encore quelques personnes. On se donne encore on attend encore une dizaine de personnes. Ouais. Sinon, on démarre. Hein. De toute façon, comme c'est le replay, il y a les introductions. Oui. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Parfait. Mais je commence. On commence par se présenter peut-être. Donc moi, c'est Laurent Grubart. Je suis le CTO du groupe Symfony. Donc je m'occupe de la création des outils, de voir qu'ils puissent tenir tout ça. Et je suis aujourd'hui accompagné d'Olivier Depardieu, le CEO de Symfony. Et je te laisse te présenter parce que c'est toi qui vas le plus parler. Donc, dis-nous ton parcours. Oui, alors beaucoup autour de la table me connaissent déjà. Donc moi, je suis ingénieur de formation, mais j'ai surtout fait près de 20 ans de conseil en industrie pharma sur les réorganisations, les processus, l'amélioration. En gros, tout ce qu'on peut améliorer sur un site de production, j'ai travaillé dessus. Un peu aussi, j'ai accompagné plus d'une dizaine de corporates, une centaine de sites de fabrication et même plus. Et donc, j'ai une forte expérience processus. Et dans mes expériences passées, on avait beaucoup travaillé à la simplification des dossiers de l'eau. On y reviendra parce que ça fera partie de nos développements futurs. Mais j'ai aussi, quand j'ai créé Symfony, en fait, en 2017, je l'ai créé sur l'idée qu'il faut simplifier les SOP, il faut simplifier les instructions de travail, il faut arrêter d'avoir 150 SOP au poste de travail qui ne veulent rien dire. Et donc ça, c'était le début de Symfony. Et le début de Symfony, au moment où je l'ai créé en 2017, j'ai écrit une méthode, un bouquin qui doit toujours être disponible sur Amazon. J'avais fait un bouquin on appelle ça en auto-édition, où j'avais posé sur la table une méthode de simplification des procédures et de la documentation, qu'on a mis en œuvre après à partir de 2019, 2020, 2021, etc. jusqu'à maintenant. Et cette méthode, elle fonctionne, elle marche. On va le voir, le gros problème de cette méthode, c'est qu'elle est time consuming, elle demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en fait, ce qu'on va voir dans ce webinaire, c'est que avec l'aide des technologies, en fait, on a produit notre propre outil basé sur l'IA, avec l'aide de l'IA, qui permet complètement de faire ce qu'on faisait en physique, avec des consultants qui coûtaient beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et arriver à le faire maintenant avec de l'IA. Et je trouvais intéressant qu'on fasse ce webinaire pour rappeler un peu à tout le monde comment simplifier les SOP d'une manière générale, parce que ça fait partie de mon parcours, de mon histoire, quoi. Et cette histoire, dans mon parcours, elle prend un nouveau tournant avec l'IA, quoi. Et donc c'est tout ce qu'on va voir, là aujourd'hui. Et je trouve intéressant le titre d'aujourd'hui, quoi, rationaliser les SOP sans rien perdre en conformité.
Parce que même si les consultants qui travaillent sur la simplification documentaire avec la méthode Symfony mettent énormément de soins à s'assurer qu'on ne perd pas d'infos, etc., ben, en fait, il y a toujours des trucs qui risquent de passer à l'as. Alors après, il y a les revues qualité, etc., qui font qu'il y a toujours des parachutes pour rattraper l'info. Mais voilà, le fait d'avoir l'IA dans le jeu, ça change quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est possible parce que ces 6 derniers mois, il y a encore eu un énorme step en avant des IA qui rendent les choses possibles aujourd'hui. Hein. Il y a encore un an, je pense que ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'était pas possible. C'était pas possible. Les technologies n'étaient pas prêtes. Aujourd'hui, elles ont avancé et donc on peut, avec Olivier, lui permettre de mettre sa méthode qui travaille depuis 20 ans, ben, la digitaliser avec un outil qui est hyper performant. Et donc, c'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir, mais on va d'abord parler de la méthode. Parce que tout le monde ne la connaît pas forcément, tout le monde ne l'a pas forcément vécu ou vu. Et donc, vas-y, si tu peux avancer le PDF. Donc, effectivement, donc, moi, je vais prendre. Donc, on a 45 minutes devant nous, plus de 40, donc on va tenir un timing. Mais je pense que c'est important de repréciser d'où vient le problème de la doc, en fait. C'est quoi le problème de la doc? Et donc, moi, je l'exprime d'une certaine manière que je vais vous expliquer, je vais vous montrer tout à l'heure. Et ce qu'on va voir, c'est applicable dans la pharma, mais c'est d'une manière générale applicable dans les grands comptes de manière générale. Je ne parle pas ici des PME, des établissements de taille intermédiaire, les 1000, 1500 personnes. On va avoir des problématiques différentes. Donc là, on est vraiment sur la problématique grand compte, de boîtes qui sont multi-pays, multi-BU, des trucs dans tous les sens, un corporate plus ou moins développé, des systèmes de management de la qualité qui sont plus ou moins hétérogènes d'un site à l'autre. Enfin, voilà. Donc là, on est vraiment dans ce contexte-là. Et on va poser le vrai problème dans ce contexte-là. Ensuite, ce que je vais poser comme sujet, c'est OK, il y a ce problème, mais comment on simplifie la doc dans ce problème-là de documentation foisonnante et quelle est la méthode qui permet, c'est quoi le cœur du système en fait. Et on va parler de grain documentaire. Et c'est là où en fait le grain documentaire, qui est quelque chose que j'avais conceptualisé en 2017, il n'était qu'un concept, c'était une particule subdocumentaire qui était qu'un concept et qu'on appliquait tant bien que mal dans nos méthodes. Et en fait, Maestro change tout en fait. Parce que Maestro va permettre de manipuler les grains documentaires. Et ça, c'est énorme le potentiel que ça débloque. Et donc, on va voir ce que ça change après. Et ce que ça change déjà. Le premier truc que ça change, c'est les audits, on va dire la inspection readiness par rapport aux audits, parce qu'on a une vision extrêmement fine de la documentation. Donc, ça reste des audits documentaires et papier. Hein, je ne parle pas d'audit terrain. Là. Et puis, qu'est-ce que ça peut changer pour les formations? Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on parle, parce qu'on parle beaucoup de documentation, mais au final, ce qui est intéressant, c'est se poser la question de à quoi ça sert d'avoir de la doc. Et donc, si la doc elle est pourrie à la base, tout ce qui est sous-jacent va être bancal aussi. Et puis, on vous proposera dans ce webinaire, en fait, on a mis au point un petit diagnostic, enfin une offre test, on vous montrera ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est un grain? Alors non, avant d'abord le problème. Okay. En fait, le problème, si tu veux, c'est que dans les grands comptes, il y a énormément de documentation. Tu prends un grand compte français qu'on connaît tous très bien, le leader en France ou l'un des leaders en France, 100 000 personnes dans le monde, ils ont 25 000 procédures à l'échelle mondiale. C'est énorme. Et là-dedans, donc, tu as du multilingue, mais surtout, indépendamment du multilingue, tu as du multiprocess, tu as des redondances, tu as des trous, tu as des procédures qui se répètent, qui se contredisent. On avait bossé avec un labo sur le processus de déviation à l'échelle mondiale sur 14 sites dans le monde. Ils avaient 300 documents pour décrire le processus déviation. Un processus, 300 documents. Et on avait démontré, avec nos méthodes sans IA, qu'en fait, on pouvait tomber à 14 documents. Donc, il y a des milliers de documents, et puis surtout, quand tu te mets sous l'angle de la personne qui doit recevoir l'info, à son poste de travail, la personne, elle a entre 150 et 250 documents à lire.
tout type de documents confondus. Et on demande à la personne de cocher le read and understood du document en disant elle engage sa responsabilité à appliquer ce qu'il y a dans les documents. C'est juste humainement impossible, ça n'a aucun sens. Les inspecteurs commencent à regarder ça de manière très, très détaillée. Ils commencent à poser la question de mais est-ce que vous êtes sûr que les gars, ils ont compris ce qu'ils ont à faire? Et donc ça crée des formations qui sont longues, coûteuses, vite oubliées parce qu'en fait, tu as beaucoup de formations, c'est juste read and understood. Très peu d'approche pédagogique derrière pour renforcer la capacité des gens à maîtriser vraiment le geste qu'ils ont à faire, dans des documentations qui sont, on l'a dit, redondants avec des trous et tout. Et donc, au final, la conclusion de ça, c'est que tu as une conformité qui est extrêmement fragile. Oui, d'autant plus que si je ne me trompe pas de ce que tu m'as expliqué, ça se met à jour assez régulièrement quand même. Alors en plus, tu as des règles. Alors, tu as la règle standard des 3 ans. Principalement, l'ensemble, il y a une règle standard dans le métier en pharma ou medical device ou cosmétique, c'est OK, les documents sont valables 3 ans. La réalité, c'est que quand on calcule la durée de vie des documents, la durée de vie réelle des versions de documents, on oscille entre 0,8 et 1,5 ans. Donc, c'est-à-dire que 0,8, c'est une moyenne sur l'ensemble des systèmes documentaires. C'est-à-dire que quand tu es à 0,8, ça veut dire et que tu as 3000 documents, ça veut dire que tu consommes tu mets à jour 3000 documents en moyenne tous les 10 mois. C'est colossal. C'est colossal. Et donc, ça coûte cher. La conformité est difficile à prouver parce que va prouver les contradictions entre documents d'un pays à l'autre, etc. C'est juste humainement impossible. Oui, et de nouveau, au poste de travail, déjà 300 documents, c'est la mort, mais si en plus ils sont mis à jour tous les ans ou tous les 2 ans. Mis à jour tous les ans. Donc bref, ça coûte. Et alors, Sherry on the Cake, ce qui est écrit là dans le carré noir, c'est que nous, ce qu'on a démontré quand on va travailler sur des postes de travail, tu as entre 20 et 50% de ce que les gens font réellement sur le terrain qui n'est décrit nulle part. C'est-à-dire que non seulement ton système documentaire, il est foisonnant, non seulement il a une durée de vie courte, non seulement il y a des redondances, etc., mais tu as en plus des trous. Tu as des trous dans les processus, tu as des trucs qui ne sont pas décrits. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que quand tu as des trous, des gestes qui ne sont pas décrits, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Tu es dans la transmission orale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est « Ah ouais, mais comment on fait ça? Ah ouais, mais ça, c'est pas décrit dans la procédure. Attends, je vais t'expliquer comment on fait. » Sauf que je vais t'expliquer comment on fait, ça dépend de à qui tu t'adresses. Et donc, c'est comme ça que tu crées des dérives lentes de procédés, parce qu'en fait, tu as une partie de ton truc qui n'est pas décrite. Et la raison pour laquelle c'est pas décrit, on va y venir, c'est que en fait, les gens qui écrivent les documents écrivent des documents sous un certain angle qui leur est propre, et n'écrivent pas les documents en rapport à des activités. C'est justement ce qu'on va voir après, si tu veux bien passer la diapo. Voilà. Et donc, nos clients, ils disent tout le temps « Ouais, mais alors, je veux simplifier, j'ai trop de documents. » Et OK, mais comment on va simplifier, en fait? Et le problème de fond, c'est que, alors là, je vais parler en pharma, et ce que je vais dire là est plus valable en pharma qu'en medical device, pour une simple et bonne raison, c'est que le medical device est déjà orienté ISO, avec toute la philosophie ISO, donc la philosophie par les processus. La pharma est plutôt orientée historiquement par thème GMP. Alors, les thèmes GMP, avec que ce soit les GMP européennes ou les GMP américaines ou autres, ils sont plutôt basés par chapitre. Alors, depuis plusieurs années maintenant, tu as les ICH qui viennent amener une forme d'ISO dans la pharma, mais tu as assez peu de pharma qui est orienté processus. Et donc, déjà, rien que ça, si tu veux, quand tu dis c'est pas orienté processus, c'est orienté par thème, la traduction concrète de ça, c'est qu'un opérateur qui fait un nettoyage d'isolateur, il va avoir des documents sur l'assurance de stérilité, des documents sur la sécurité, des documents sur la machine qu'il y a sous l'isolateur, des documents pour rentrer en zone, des documents de je ne sais quoi. Et en fait, il va avoir plusieurs thèmes qui vont toucher à son poste de travail, plutôt que de dire, OK, quelles sont l'ensemble des contraintes qui s'appliquent au moment où je nettoie l'isolateur. Et donc, ce que je viens de dire là est assez fondamental. On raisonne par document, on ne raisonne pas par activité. Et comme on raisonne par document et pas par activité, à l'intérieur d'un document, je vais mettre plein de trucs qui concernent ou pas l'activité. Et en plus, dans le document, dépendamment de qui a rédigé le document, si c'est un expert plus ou moins prolixe sur son expertise, il va en plus dans son document mettre des trucs qui ont trait à la formation, des trucs qui ont trait à la règle, des trucs qui ont trait à l'exécution. Par exemple, je suis dans mon isolateur, je dois nettoyer mon isolateur. Dépendamment de qui a rédigé la procédure, je vais avoir un chapitre explication grand comme ça sur les risques de contamination dans un isolateur. Qu'est-ce que ça fout dans une SOP? On s'en fout, ça n'a rien à faire dans une SOP. Je vais avoir des règles de responsabilité. L'opérateur habilité et responsable de nettoyer. Donc ça, OK. Je vais avoir aussi des règles d'exécution.
je dois nettoyer l'isolateur à chaque début de l'eau et à chaque ouverture de porte. Donc ça c'est une règle. Et je vais peut-être avoir aussi dans le même document, pour nettoyer l'isolateur, alors je dois respecter le geste en S, je dois utiliser tel nettoyant, tel désinfectant, etc. Et donc l'expert va rédiger dans un seul et même document, il va rédiger plein de choses, de niveaux logiques d'information complètement différents, et en plus, au moment où peut-être il va rédiger son truc sur le nettoyage de l'isolateur, il va rédiger un truc sur le changement de format, en même temps, parce qu'il se dit, ah tiens, il ne faut pas que j'oublie le changement de format. Et donc, l'expert va raisonner par thème, par activité, non pas par activité justement, parce qu'il a en tête, il va écrire comme il le sent, et donc on va se retrouver avec un document avec les coins carrés, qui est poussé à l'opérateur, et un autre expert va lui pousser un autre truc, et c'est comme ça que tu te retrouves avec 150 documents au poste. Parce que ce n'est pas granulé correctement, ce n'est pas organisé, l'information n'est pas organisée correctement, elle est prisonnière de documents avec des coins carrés dans une vue thématique. Et par un auteur qui ne rédige pas correctement. Donc la conséquence directe de ça, c'est que tu as des redondances, des manques, une avalanche de docs sur le terrain, tout ce que j'ai déjà expliqué. Et donc la solution en face de ça, qui est quelque chose que j'avais conceptualisé en 2017, quand j'ai produit la méthode Symfony, c'est avant de chercher à simplifier, il faut d'abord granulariser les documents. C'est-à-dire que, mettons que mon expert sur mon nettoyage d'isolateur, il a rédigé un truc qui à la fois parle du changement de format, un peu d'habillage, du nettoyage, de la stérilisation, que sais-je. Tu vois, mettons qu'il ait mis tout un tas de trucs dans un seul document parce que ça l'arrangeait. Et en fait, c'est des activités différentes. Donc, il va falloir qu'on descende à l'intérieur de documents et qu'on aille chercher chaque phrase, chaque tableau, chaque image, et qu'on dise cette phrase, ce tableau, cette image, ça a plutôt trait à l'activité de nettoyage, ça a plutôt trait à l'activité de changement de format, ça a plutôt trait à l'activité... Voilà. Donc, on va commencer à granulariser par activité et on va granulariser par niveau logique. Si mon auteur de SOP, il a rédigé quelque chose qui est plutôt lié à l'éducation, c'est quoi une contamination dans un isolateur, qui est un paragraphe que je peux trouver dans une SOP. Et en fait, il faut se dire, OK, attends, ça n'a rien à faire dans une SOP. C'est quoi une SOP? Une SOP, c'est un truc qui dit qui fait quoi quand. Basta. C'est pas je vais te raconter l'histoire de l'isolateur. Donc, il faut qu'on puisse dire, OK, si je veux simplifier la doc, tout ce qui est de l'ordre de l'éducation, je vais le prendre, je vais l'enlever, et je vais traiter ça dans un parcours de formation avec des vidéos de formation ou des modalités pédagogiques adaptées au savoir-faire à transmettre. Mais je ne vais pas mettre ça dans les SOP, parce que la SOP, c'est le pire des véhicules pour former les gens. Et ça, c'est un des trucs que j'ai compris quand on en discutait, c'est qu'un document qu'on te dit, ça, c'est une SOP, ben, en fait, dedans, il y a toute une série de contenus qui n'est pas de l'ordre. Tu as à boire et à manger. C'est pour ça qu'il faut granulariser. Tu as à boire et à manger. Et pire encore, dans la même SOP, tu vas trouver des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité. L'opérateur est responsable de nettoyer l'isolateur, le superviseur est responsable de faire le double contrôle de je ne sais quoi. Ça, c'est de la responsabilité. Et puis, dans le même document, tu vas avoir du comment. Et donc, comment je nettoie? Et donc, ce n'est pas le même niveau logique d'information. Et en fait, tu te retrouves parfois avec des documents qui regroupent des responsabilités de plusieurs rôles différents et avec du comment sur plusieurs activités différentes qui sont nécessaires d'être exécutées par des personnes différentes. Sauf que comment tu fais pour former les gens avec des documents comme ça? C'est compliqué. Ça ne marche pas. Et puis, oui, les gens, ils ne savent pas retenir. Il y a trop d'informations, tu as l'information. Et ils sont noyés, c'est-à-dire qu'en fait, on leur met de l'information. Ils doivent faire du read and understood sur de l'information qui ne les concerne pas, et on leur demande de comprendre. Enfin, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et donc, la clé du système que j'avais conceptualisé en 2017, c'est de granulariser. C'est-à-dire, on va aller chercher, la définition est indiquée, la plus petite unité d'information autonome, rattachable à un processus et à une activité, et rattachable à un niveau logique. C'est ça un grain. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un paragraphe, ça peut être un ensemble de phrases, ça peut être un tableau, ça peut être une image, mais c'est un grain documentaire. Et ça, c'est ce qui est au cœur de la méthode Symfony. Okay. Tu vois, et le problème, si tu peux passer, vas-y. Alors voilà, donc le problème, c'est que tu vois, tu veux analyser un poste de travail, on te dit il y a 200 documents. Purée, mais comment tu fais pour granulariser à la main 200 documents? En fait, nous, on le faisait. Nos consultants l'ont fait. C'est un boulot de titan.
Et ça prend hyper longtemps et ça coûte du coup hyper cher. Alors, ça coûte cher, c'est long. Il y a un risque, parce que bien que la méthode soit figée, il y a un risque d'un consultant à l'autre, il y a un risque d'interprétation différente de tel ou tel grain, parce que ça paraît simple quand je le dis comme ça. Oui, ok, il faut granulariser, telle phrase, ça va être énorme. C'est pas aussi simple que ça. Et donc, tu as un risque d'interprétation d'un consultant à l'autre. Donc, quand tu as le QA qui repasse derrière pour vérifier la granularisation, le QA, il a sa propre interprétation. Donc, ça peut être un peu compliqué. Alors, on l'a fait, ça a donné des résultats, je vais en parler après, mais il y a quand même un gros challenge. Et donc, quand on le fait sur 200 documents, encore ça va. Mais quand tu veux le faire sur 25 000, quand tu veux passer à l'échelle, tu fais comment? Voilà. Donc, on a le sujet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, je vais raisonner sur des grains, mais c'est quoi les types de grains? Et donc, on a conceptualisé le fait qu'il y avait des grains de type éducation, et là, on est en train de travailler dessus pour les sous-segmenter. Il y a des grains de SOP avec la accountability, la responsabilité, la règle. Il y a toute une liste de grains liés au SOP. On a les grains de type instruction avec les grains de type geste ou les grains de type règle associées au geste. Et donc, il y a toute une taxonomie de grains que j'ai conceptualisé en poussant la méthode Symfony vraiment au bout pour que l'IA puisse le traiter. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est quelle étape, quelle utilisation en fait ces grains. Et donc, une fois que j'ai pris mes 200 documents, que je les ai décomposés en 4800 grains, ou dans 200 documents, on va être à 16 000 grains, 16 à 20 000 grains, en fait, OK, je vais prendre tous les grains éducation du processus formulation, par exemple, et je vais analyser ça pour faire un parcours de formation et des contenus de formation qui tiennent la route. Je vais prendre tous mes grains de type responsabilité et règles de gestion sur mon processus formulation, et je vais en sortir un flowchart et un RACI qui tiennent à peu près la route. Mes grains instruction, je vais les regrouper par geste, par équipement, par activité, etc. Et je vais en sortir de la matière première pour faire des tutos vidéo. Voilà. Donc le grain, c'est vraiment la matière première de tout ce qui permet, c'est la matière première de l'exigence, de la gestion du savoir-faire, quoi. Et donc, quand tu fais ça à la main, c'est horrible. C'est horrible. Logique. Et par contre, ça marche. C'est-à-dire que quand on l'a fait à la main, là, je présente un cas réel. Ça, c'est un cas qui commence à dater un peu, il date de 2021, mais ça marche toujours. On avait fait, donc on avait pris une zone de lavage sur un site de fabrication de 800 personnes. Le département faisait, je ne sais plus, 30-40 personnes. Donc l'activité, c'est récupérer du matériel sale de production, qui est du matériel lavable, hein, voilà, reconditionnable. Donc il faut prendre ce matériel, le laver soit à la main, comme tu fais ta vaisselle, soit le laver en machine à laver comme un lave-vaisselle, soit le laver avec, quand c'est des cuves, des choses comme ça, le laver avec un process un peu particulier de lavage en place. Donc 3 types de lavage, et donc une activité de lavage, une activité de séchage, il faut laisser sécher avec des règles de temps de séchage, il faut disposer correctement les pièces, une activité de réemballage pour reconditionner les petits matériels pour renvoyer en production, et une activité de stérilisation par autoclave. Tu vois, on avait ça. Et donc, pour gérer ce périmètre-là, 35 personnes, ces activités-là sur 2 bâtiments, on avait 90 documents. On est tombé à 20. Donc, on a fait exactement ce que je dis là. On a granularisé, sauf qu'on a tout fait à la main. Enfin, c'était un enfer. On est passé à 20 documents. On aurait pu passer à 10. Et l'assurance qualité n'a pas voulu, je ne rentre pas dans les détails, pour des questions de... Ils ont pas voulu pour des questions de système, de rigidité du système qualité et de la manière dont les documents étaient nommés dans le système qualité. On aurait pu passer à 10. Ce qui, en termes de posture vis-à-vis de celui qui se forme, ça change tout, parce qu'en fait, il a un document qui lui décrit le processus et il a des instructions de travail par type d'activité, ça change tout. On est passé de 27 formations en salle à 3, parce qu'en fait, on a trié tout ce qui était digitalisable en formation et on a fait des petites vidéos de formation sur tous les équipements qui sont nécessaires. Donc, plutôt qu'un formateur passe du temps à apprendre, enfin à transmettre en salle quelque chose qui est de la théorie, on a fait plein de vidéos, plein de kit learning qu'on ferait avec Octave aujourd'hui. Et par contre, il y a des choses qui nécessitaient de rester en salle.
Il y a des choses qui restent. Et donc, on a gardé trois formations à ça. Et surtout, le truc important, c'est que les erreurs humaines, so-called erreurs humaines, qui avaient pour origine la documentation incomplète, mal faite, mal comprise, ou la formation mal donnée, représentaient 60% des déviations du secteur. Les autres déviations, c'était problème fournisseur, problème équipement, etc. Mais 60%, c'était le gars, il a mal lavé, il n'a pas respecté le holding time, il n'a pas respecté ses charges, il n'a pas mis la bonne recette, il a fait... Voilà, tu vois. Et donc, on a réduit de 95% ces erreurs humaines sur l'année qui a suivi le fait de mettre en place le système. C'est un beau score, ça. Donc, on est très fiers. Et on a même un ou deux verbatim. Je me rappelle un verbatim incroyable. Tu as une dame qui avait dit, moi, ça fait 6 ans que je suis là. On ne m'a jamais expliqué mon métier comme vous me l'avez expliqué, quoi. Et c'est normal, elle passe de 90 documents à 20 et après, bon, on a chez Symfony le taux d'efficacité documentaire, je ne rentre pas dans les détails, mais on sait mesurer l'efficacité des documents. On est passé de 20 à 80%. Le problème de ça, c'est que au moment où on l'a fait manuellement, c'est très efficace. Par contre, c'est time consuming, ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de temps pour finalement... toute la partie analyse, finalement, elle est algorithme. On peut mettre un algorithme derrière, quoi. Tu vois. Et c'est justement ce qu'on a fait avec Maestro. Juste une idée, il nous reste 20 minutes, comme ça ouais, ok, ça va. On passe à la démo, comme ça tu vois. On passe à la démo, comme ça je te. Ça va donner. Donc là, on est sur un projet. Attends, je vais me mettre sur cet écran-là. Oui. Désolé pour la caméra, mais je serai plus à l'aise parce que j'ai un lag sur cet écran-là. Donc là, on est sur un projet qui contient à peu près 70 documents et on est sur de l'activité de type préparation de matériel, formulation de produits liquides dans un labo. Le premier truc qu'on voit, c'est qu'on a 69 documents qui ont été analysés et on a 4322 grains qui sont utilisables sur 4796. 474 ont été écartés parce qu'en fait, il y a les cartouches, les trucs, il y a des trucs qui ne servent à rien dans les documents qu'il faut enlever. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des doublons et voilà, il y a des choses à regarder. La première chose qui est intéressante, c'est la répartition par process. Et en fait, ce qu'on fait quand on fait le process dans Maestro, on a une bibliothèque de processus. On dit, OK, pour ce projet-là, j'aurais besoin de tel process, tel process, tel process. Et ensuite, l'IA analyse les documents. L'IA va d'abord repérer en fait les thèmes. Elle va détecter des thèmes dans les documents. Elle va détecter des thèmes tout seul. Et ces thèmes vont nous servir à détecter les processus qui sont nécessaires. Et les processus, ensuite, on va dire à l'IA, moi, je veux travailler avec tel process. Et l'IA va dire, ah, attends, tu as oublié tel process. Donc, au moment où l'IA commence à analyser les documents, elle est capable de dire, ah, il y a peut-être des trous qui te manquent dans les documents que tu m'as donnés. Et il y a des process qui n'existent pas et on va peut-être devoir les créer. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, bon, voilà, l'IA détecte les langues par document, les thèmes par document, détecte les périmètres, parce que des fois, tu as des documents corporate, des fois des documents multisites, des fois des documents locaux. Ça, c'est intéressant quand on veut faire une analyse d'écart entre corporate et local. Ça, c'est intéressant. L'IA vérifie la qualité d'extraction des documents, la qualité de lecture des documents, et on va choisir une langue de travail. Et là, il y a un bouton très important qui est décomposer tout le corpus. Et là, c'est ce bouton-là qui correspond à l'activité que nos consultants faisaient. D'accord. Et qui représentait entre 1 tiers et 45% du coût d'un projet. Quand on avait un projet à 100 000 euros, 30 à 40 000 euros, c'est pour aller faire ce que le bouton fait. D'accord. Et donc là, c'est un truc incroyable. Là, je ne peux pas le lancer parce que ça prendrait un petit peu de temps, mais on va dire... Là, j'ai fait tourner l'IA sur 200 documents, sur un PC chargé à 16 gigaoctets de RAM. Ça a mis 16 heures pour décortiquer 200 documents. Okay. C'est que dalle. 16 heures, c'est que dalle. Tu mets ton PC en route, tu laisses tourner, ça prend, tu mets le matin, tu récupères le lendemain matin, quoi. Ah, il faut le mettre en face des personnes qui y travaillent pendant des dizaines de jours. Exactement, et avec une reproductibilité qui est juste colossale. Et donc, pour nous, consultants, c'est du pain béni, parce qu'en fait, on récupère une matière première qui est déjà traitée, agrégée, voilà, c'est un truc formidable.
Alors par contre, attention, il n'y a pas que de l'IA sur ce truc-là, il y a de l'algorithmie derrière, enfin il y a une combinaison d'algorithmie et d'IA, c'est un truc un peu compliqué, mais quand des IT chez les clients nous disent non mais attendez, nous on a Gemini, nous on a donné des licences ChatGPT ou Claude à nos équipes, en fait ils se fourrent le doigt dans l'œil, parce que si tu essayes de faire à l'IA la décomposition dont je te parle, elle n'y arrivera pas, parce qu'elle n'a pas les règles d'algorithmie qui vont derrière. Donc, c'est 20 ans d'expérience sur la simplification documentaire qu'on a mis dans les processus qui sont derrière ce bouton décomposer le corpus, qui font que, en fait, c'est ce qui fait notre spécificité. Et qui fait que si toi, tu essayes de décomposer juste avec Claude en tapotant, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Et alors, le rendu, il y a des rendus extraordinaires là-dedans. J'allais dire, un autre des gros avantages de ça, c'est qu'en plus, tu peux avoir des visualisations qui n'était pas possible à faire à la main. Alors, et on va y venir. Donc déjà, la première chose, tu vois, repérer la liste des équipements dans les documents, et là, se dire, attends, j'ai tous ces équipements-là, ok, mais il faudra peut-être que je fasse des kit learning d'éducation pour ces équipements-là. C'est intéressant. Le fait de repérer, par exemple, les lignes de production et que l'IA d'elle-même dise, ah ouais, donc tu as un axe de travail, dans tous tes documents, tu as un axe de travail qui est Groninger, tu as un axe de travail qui est Innova, qui sont en fait dans le langage parlé des gens. Hein. Eux, ils appellent ça la ligne Groninger, même si elle est composée de 8 équipements, tu vois. Et donc, mes procédures, je vais peut-être faire des procédures sur la ligne Groninger, mais sur les activités tout au long de la ligne Groninger. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va chercher alors, les produits, il va chercher les concepts. Ah, on va parler de filtres, on va parler de tubes, on va parler de support. Ah, de nouveau, je vais avoir des idées pour la formation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va commencer à constituer le glossaire du projet. Parce qu'il n'y a rien de pire que des définitions qui sont définies de 2 ou 3 manières différentes dans des documents différents. Et pareil avec les abréviations du projet. Et ça, c'est gratuit, parce qu'en fait, c'est au moment de la décomposition qu'on fait ça. Et alors, c'est là où après la magie commence à opérer. Et moi, j'en rêvais quand on faisait les manipulations à la main. C'est de dire, OK, finalement, les documents qu'on m'a donnés, ils sont liés à quoi et comment ils sont liés entre eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je me mets sur le process de formulation liquide et que je prends que le corpus seul, les documents qu'on nous a donnés, voilà comment ils sont liés entre eux. Et là, ce qui est intéressant d'un point de vue formation, tu dis, ah ouais, mais attends, ce document-là, il est cité partout. Et c'est quoi? C'est l'utilisation du laveur Lancer, il est cité dans tous les autres documents. Donc, c'est probablement quelque chose qui est au cœur de l'activité. Et donc, et c'est normal, on est sur une activité de lavage de matériel ici, donc c'est normal que l'utilisation du laveur soit citée dans tous les documents. Cela dit, on voit que j'ai d'autres documents qui sont quand même cités beaucoup de fois, et donc c'est là où le consultant il doit arriver et dire ok, mais là il y a un truc qui ne va pas, ou je vais aller regarder le détail de ces documents. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le corpus qu'on nous a donné à analyser, plus les documents internes qui sont cités en regard à l'intérieur de ce corpus et qu'on ne nous a pas donné. Et là, je trouve intéressant, par exemple, de voir ce document, par exemple. Tu vois, il est cité 3 fois par le formulaire d'échantillonnage, le formulaire d'échantillonnage, le formulaire... Ah ben, tu vois, je n'ai pas le titre de ce document parce qu'on ne me l'a pas donné, mais je ne serais pas surpris que ce document-là, vu ce que je vois, soit quelque part une procédure d'échantillonnage. Et ça serait intéressant de regarder cette procédure d'échantillonnage pour voir si en fait elle est utile ou pas et si elle fait partie des activités du processus. Et donc là, le client qui nous a donné le corpus, moi, je vais revenir vers lui en lui disant mais attends, il faut que tu me donnes aussi tel document, parce que je pense que c'est d'intérêt. En tout cas, je voudrais le vérifier ou le faire vérifier à Maestro. Donc ici, dans la carte, les verts, c'est ceux que tu as reçus, les verts, et les oranges, c'est ceux que tu n'as pas reçus. Exactement. Et il les retrouve parce que quand il a fait sa granularisation, il a trouvé la nomenclature des nommages des documents. Et donc ça, c'est de l'algorithmique que tu disais tout à l'heure. Exactement. Et c'est ce qui lui permet de faire cette carte. Exactement. Okay. Quand en fait, on paramètre la granularisation des documents ici, on va donner les schémas types. Alors, l'IA va les repérer en première lecture, va les proposer à l'utilisateur. L'utilisateur va dire « Attends, tu as oublié ça, ça, ça ». Ou alors, par exemple, j'avais un corpus où, en fait, systématiquement, le client nommait les numéros de CAPA et les numéros de change control dans les documents. Mais je m'en fous des numéros de CAPA et des change control. J'en ai pas besoin. Tu les as exclus. Donc, je les ai exclus. Ouais, tu vois. Je comprends. Et donc, tu donnes les règles à l'IA avec lesquelles elle va lire le corpus. Et donc, il t'arrive avec ce type de mapping documentaire, très intéressant.
Tu peux regarder pour un process donné comment les documents sont impactants pour le process. Par exemple, j'ai une instruction de stérilisation qui, donc, pour 58% de son contenu, il traite du process formulation. Ben oui, mais les 42 autres pourcents, c'est quoi? C'est là où on voit tout le problème de l'expert qui n'a pas rédigé correctement son document. Et tu vois en plus que ce document, il traite pour moitié de l'instruction de travail, c'est-à-dire du comment, et pour moitié de la règle de gestion. Et donc, le problème, c'est que mes règles de gestion, elles sont tous mes qui fait quoi, il est réparti. Attends, je pourrais faire un truc, c'est que je pourrais trier les parts de doc. Et donc, tout mon qui fait quoi sur la formulation, c'est réparti dans tous les trucs gris ici. Et donc, si je veux comprendre le processus formulation, il faut que je me tape au moins les 10 premiers documents pour comprendre les responsabilités. C'est ça le sujet de la simplification documentaire. C'est être capable de descendre à un niveau de granulation suffisant que pour après être capable de reconstruire quelque chose de plus simple. Oui, pour donner une vue d'un coup d'œil à l'opérateur, quoi. Exactement, exactement. Et alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'un grain, je vais prendre un exemple ici d'un document. Ici, par exemple, voilà, sur les écrans, les commandes HMI installées dans les salles de formulation, chaque utilisateur a son propre nom, etc. Si niveau d'accès a été établi, votre niveau, etc. Donc là, on dit qu'on doit enregistrer. Donc là, tu vois, j'ai un grain de type SOP. Alors, il a été qualifié de type SOP record. Il faudrait voir pourquoi, parce qu'en fait, là, l'IA dit, bah, attends, ça c'est un truc qu'on enregistre sur la HMI, donc on enregistre quelque chose. Donc c'est un truc qu'on va retrouver dans le RACI plus tard. Mais on a par exemple, ici, j'avais du glossaire, attends, je vais passer du glossaire. Voilà, là en fait, glossaire, voilà, j'ai un truc qui va tomber dans glossaire. J'ai de l'éducation, je ne sais pas ce que j'ai ici. Voilà, là l'IA me dit, bah là, c'est un truc, ça n'a rien à faire dans les SOP, il faut faire une éducation sur la répartition dans les zones, il n'y a pas besoin de mettre ça dans les SOP, etc. Et donc, on va décomposer tous les documents, comme ça. Ah, pardon, recharger. Ok, des fois, voilà. C'est pas grave. Donc, on va décomposer tous les documents comme ça, au niveau de détail que je viens de te donner. Alors, attends, on va laisser redémarrer. Voilà, on est bien sur le projet démo. Il est 36, donc il nous reste 9 minutes. Je vais aller au bout, ça va, je suis dans les temps. Donc, on peut analyser par document comme ça et se faire une idée de chaque document. On voit que j'ai des grains instructions, on voit que j'ai des grains, voilà. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a un modèle algorithmique combiné à l'IA, bah, c'est reproductible. Alors que si on n'avait que de l'IA, ce ne serait pas reproductible. Voilà. Et évidemment, on peut toujours aller requalifier un grain quand c'est nécessaire, ou on peut les requalifier en masse quand il y a des erreurs. Enfin, voilà. Et alors, ce qui est intéressant une fois qu'on a ces grains, le truc que moi je trouve intéressant, c'est que sur un processus donné ou en général, on peut aller chercher les contradictions. Les contradictions entre documents. Alors, ce que l'IA interprète comme une contradiction. Et qu'en fait, finalement, l'IA dit juste, bah, prenez position. Si je prends, je ne sais pas, moi ici, j'ai un truc interprocess, comparé en entier, je vais aller voir les documents. On va aller voir ce que l'IA me dit. Là, on me dit le nettoyage à l'air doit avoir lieu une fois par mois. Et là, on me dit, là, je dois nettoyer avant toute entrée en zone. Donc, OK, l'IA dit, là, j'ai un truc qui ne va pas. Mais elle n'a pas tout le contexte. Donc, c'est juste, elle détecte des signaux faibles de possibles contradictions. Et en fait, on va dire, bah non, là, c'est deux contextes différents, deux trucs complètement différents. Donc, OK, je tranche en disant, c'est pas une contradiction, je garde le truc. Voilà. Et donc, déjà, rien que ça, si tu veux, si tu imagines le truc où tu as un référentiel d'audit qui est du corporate et tu veux comparer du multisite, déjà, rien que cet outil-là, il vaut Maestro à lui tout seul. Ouais, c'est clair. Parce que physiquement, ce n'est pas possible de le faire sans ce qu'on est en train de se dire, sans un outil. Alors ensuite, le truc qui est magique, c'est que nous, Symfony, on va chercher la reconstruction de la documentation sur des process futurs. Donc là, en fait, l'IA propose une première cartographie de processus en affichant les processus qu'elle a détectés. Mais surtout, si je veux aller dans le process de formulation liquide, je vais ouvrir le niveau 2.
Donc là, le flowchart, il existe déjà, mais en fait, au moment, quand il n'existe pas, en fait, l'IA et de l'algorithmie, toujours, les deux combinés, te fabrique un premier flowchart de processus à partir de ce qu'elle comprend des documents. Avec le biais important que entre 20 et 50% de ce que les gens font n'est décrit nulle part. Donc en fait, ça, c'est une matière première phénoménale pour nous, consultants, parce que derrière, tu peux animer des ateliers de travail avec les gens en disant « Ok, on va affiner le process, là, ça ne va pas, immerger le capteur, ça ne va pas là, ça va là. » Enfin, on peut moduler, modifier le processus, et sachant que le processus, on a la traçabilité intégrale de qu'est-ce qui a dit, qu'est-ce qui a fait dire à l'IA qu'il fallait une activité de telle nature, parce qu'elle va chercher tous les grains qui ont été qualifiés comme étant de ce process-là, et avec de l'IA sémantique, elle va dire, OK, je les regroupe de telle manière. Elle fait une proposition. Et ça, la quantité de travail qu'il faut faire quand tu es consultant et que tu n'as pas d'outils pour faire ça, c'est colossal. Là, on gagne énormément de temps et on arrive directement à quelque chose qui est opérable en workshop. Okay. Directement. Donc, ce qui est opérable en workshop, c'est déjà de se dire le mapping, est-ce que j'ai bien tous les documents, est-ce que j'en ai pas oublié, est-ce que tout va bien. Les contradictions, tu peux faire un workshop demain en disant, voilà, les gars, on a les contradictions dans nos documents, on les qualifie, donc deuxième workshop. Troisième workshop, on va traiter notre flowchart et on va traiter le RACI, parce que l'outil applique les 9 bonnes pratiques de RACI de Symfony pour commencer à élaborer un RACI. Et c'est dynamique, c'est-à-dire que chaque fois que tu modifies quelque chose dans le RACI, ça le modifie automatiquement dans le flowchart. Ouais, tu peux aussi rajouter des activités s'il en manque, tu peux rajouter des règles de gestion s'il en manque. Enfin, c'est un vrai outil pour arriver à un RACI final. Et quand nous, on est consultant, ce travail-là, ça prend énormément de temps que d'arriver à avoir la cohérence entre le PowerPoint, les Excel, les Word, les machins. Là, il n'y a plus de PowerPoint, il n'y a plus d'Excel, il n'y a plus de Word. On fait tout directement dans l'outil de manière cohérente. Et quand on a fini un workshop, on dit, hop, allez, on fige la version. Et ça fait le compte-rendu du workshop. Terminé. Plus de discussion. Et si on vient changer les trucs a posteriori, ça pète la version, ça on passe à la version supérieure. Comme ça, il n'y a pas de discussion sur ce sur quoi on s'est accordé. On gagne énormément de temps. C'est toute notre expérience de 15 ans qu'on a mis. Oui, je comprends. Il y a la file d'arbitrage, et ça, c'est quand on a résolu les contradictions, bah voilà, il y a les arbitrages. Et donc, rien que ça, c'est juste génial. C'est juste génial. Ouais, c'est puissant. C'est surtout que tu gagnes énormément de temps par rapport à tout faire à la main. Et en te basant sur le système qui existe déjà. C'est ça. Donc, tu assures une traçabilité complète. Et ça, c'est vachement bien en termes d'inspection quand on va dire, ouais, mais comment avez-vous simplifié la doc ? Ben, c'est pas compliqué. On a produit telle nouvelle documentation. Et tous les grains qui nous ont servi d'avant, voilà où on les retrouve. Et c'est tout tracé, c'est tout robuste. Donc, c'est super. C'est indétrônable vis-à-vis d'un inspecteur. Oui, et surtout, ça facilite grandement la vie des opérateurs à la fin, parce qu'ils n'ont plus 50 documents. Exactement. Et de nouveau, je reviens à ce qui est cœur dans la méthode, c'est le grain, quoi. Il faut vraiment que ceux qui nous écoutent comprennent ce que c'est qu'un grain documentaire. Et toute l'intelligence qu'il y a autour pour arriver à les décomposer au bon niveau et à les recomposer par la suite. Et puis, pour terminer, ce qui est vraiment top, c'est que une fois que tu as fait ton flowchart et ton RACI sur un process donné, il faut que tu reviennes à la notion de procédure et d'instruction de travail. En fait, on a fait un module ici dans Maestro qui dit OK, l'IA propose une architecture documentaire basée sur ce qu'elle a vu dans le RACI et dans le flowchart. Donc, si par exemple, tu as un flowchart qui est beaucoup trop gros, l'IA va te dire je te propose de le décomposer en 2 ou 3 documents. Ou toi, tu peux dire je décompose en 2, 3, 4 procédures. Voilà. Ce serait plus juste de dire que c'est Maestro qui propose, comme tu dis. Oui, Maestro, non, c'est Maestro. C'est Maestro et toujours avec de l'algorithmie et de l'IA combinée. Et c'est toujours le même process. Il y a de l'algorithmie, l'IA vient là pour soit challenger l'algorithmie, soit affiner, soit compléter. Et c'est toujours l'utilisateur qui a la main derrière. C'est toujours l'IA, enfin Maestro ne décide rien. Oui. Voilà. Et donc, on a ici notre proposition de procédure. Maestro va proposer aussi la géométrie des instructions de travail. Donc, ça peut être par rôle et par phase, ou des instructions par équipement. Voilà, par rôle et par phase, c'est peut-être pas mal. Mais on peut aussi
soi-même créer sa propre instruction de travail, sa géométrie d'instruction de travail. Et ce qui est vraiment top, c'est grâce à la granularisation, l'IA va te dire, OK, alors c'est plutôt l'IA ça qui va le faire, va te dire, OK, pour cette activité, je vois plutôt 1, 2 ou 3 tutos. Là, ici, on n'a que des activités à 1 tuto. Mais surtout, elle va te rassembler ici tous les grains que Maestro pense devoir être mis quelque part dans le tuto. Alors, ce qui est top, c'est quand tu décides de faire un tuto vidéo, bah, tu as déjà des éléments qui sont mal formulés parce qu'ils viennent d'un contexte documentaire différent. On arrive doucement au bout, donc il faut que tu... Je suis passionné du truc. Ouais, je comprends. Et donc, c'est génial parce que quand tu veux aller filmer sur le terrain, tu sais à peu près ce que tu dois aller filmer. Et donc, après, tu dis, bah, OK, je fige mon architecture documentaire. Et après, cherry on the cake, ici, tu fais voir le contenu, voir la version existante, parce que j'avais déjà généré. Et en fait, il te génère un draft de procédure. Oui, alors là, on a encore un petit, tu vois, modèle IA local indisponible. Donc, j'ai un problème d'IA ici sur ma machine, où tu peux avoir ton flowchart soit en swimlane, soit en activité comme on l'avait précédemment. Tu as ton RACI derrière, qui est le RACI que tu as validé avant. Ah oui, je sais, parce que ça, c'est une ancienne version, j'aurais dû régénérer. Il t'amène tous les grains qui concernent, que lui a qualifié EHS, évidemment, là c'est une ancienne version, donc ça reprend. Et ça, ensuite, bah, tu le copies, tu le mets dans ta GED, et c'est parti, quoi. Et les instructions de travail, pareil. Voilà, c'est un truc de fou. Si on revient sur le PowerPoint rapidement, oui, pour conclure, donc, voilà, j'espère que les gens ils ont compris la puissance de ce qu'on montre là. Et en fait, donc, à quoi ça sert vraiment ce truc-là? Ça sert déjà à savoir où on en est. Poser un diagnostic sur notre système documentaire existant sur un processus donné. Ça sert à dire, OK, je vais construire des flowcharts et des RACI qui tiennent la route. Et on peut le faire from scratch, sans avoir fait l'analyse avant. Okay. Moi, j'ai fait des procédures avec Maestro en partant de zéro. D'accord. Voilà. On n'a pas le temps de le voir dans Maestro, mais derrière toute la partie procédure, il y a des règles de construction des parcours de formation avec la mise en place d'un competency-based learning, avec les parcours de formation, qu'est-ce que c'est qu'une compétence, les postes de travail, et ça, c'est issu des grains aussi. Okay. Donc là, on ne peut pas, je n'ai pas le temps de le montrer. Et puis, il y a tout un module sur préparer les inspections. Donc, tu colles dans Maestro les référentiels auxquels tu veux confronter tes anciens documents et tes nouveaux documents. Et en fait, Maestro va se comporter comme un auditeur. Et dire, ah oui, mais j'ai tel rubrique dans tel référentiel, montrez-moi où ça se trouve dans vos documents. Et donc, il va te préparer en fait à une analyse d'écart. Il va te sortir des écarts. Et dans Maestro, tu dois aller cocher comme quoi tu as résolu les écarts. Donc, tu augmentes en fait l'inspection readiness en continu. Voilà, donc ça, c'est l'idée. C'est ce qui commence vraiment à émerger de Maestro. Et vas-y, tu peux continuer. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que Maestro, ce n'est pas une GED, ce n'est pas un LMS, ce n'est pas un outil de BPM, et ce n'est pas un bot IA non plus. En fait, ça prend le meilleur de tout ça, ça va décortiquer toute la documentation, ça va aller chercher les processus, décrire des bouts de processus de manière simple quand c'est nécessaire, préparer les documents pour la GED, préparer les parcours de formation pour le LMS. C'est pour ça qu'on lui a donné son nom là. C'est le chef d'orchestre du doc et training. C'est vraiment ça. Vas-y, tu peux continuer. Oui, alors, et donc, en fait, nous, on est confrontés à un problème, c'est que en fait, les clients n'y croient pas. Ouais, mais est-ce que ça va marcher chez moi? Est-ce que vous pensez que je peux vous donner des documents à analyser, etc. Donc oui, la réponse est oui. Et en fait, on propose de faire des audits flash représentatifs dans le système documentaire. Et donc, le principe, c'est vous nous donnez 20, 30, 50 documents. On va les passer dans Maestro, on va les analyser. On va faire justement le diagnostic des doublons, les contradictions, etc. La carte des trous, ça, on est en train de l'élaborer. C'est à partir d'un référentiel de process que nous, on va mettre dans Maestro. On a commencé à le faire. On va démontrer qu'il manque des choses. On a commencé un peu avec le mapping documentaire en disant attention, il y a des trous, envoyez-nous les documents qui manquent. Mais sur la partie process, il faut encore le maturer. L'idée, c'est sur le process de dire voilà à quoi ressemblerait le flowchart de votre process, voilà à quoi ressemblerait le RACI.
On propose dans le diagnostic flash de faire une session de travail pour affiner le flowchart, affiner le RACI, pour qu'on puisse avoir une architecture documentaire qui tienne la route. On propose aussi de faire un bout de parcours de formation qui correspond à un rôle du RACI et de mettre dedans une ou deux vidéos faites avec Octave. Et de sorte qu'en fait, le client il puisse avoir à bien utile et à pas cher une visualisation du monde futur qui s'offre à lui par rapport à son système actuel. Et en fait, cette valeur-là, elle existe vraiment. Tu vois, c'est pas un truc, on ne veut pas faire une démo commerciale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est on pourrait même intervenir en préparation d'instruction carrément. Un client pourrait dire, bah, attends, là j'ai un petit problème, voilà, est-ce que tu veux bien vérifier mes docs à tel endroit? Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut regarder. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on voulait présenter. Et je suis extrêmement fier de ce qu'on est en train de faire ici, de ce qu'on sont en train de faire nos équipes, parce que ce que j'avais écrit en 2017 sur la méthode Symfony, en fait, l'IA permet de le faire aujourd'hui, ce qui n'était pas possible. Et de le faire à l'échelle surtout. Et de le faire à l'échelle. Et à un coût raisonnable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On a beaucoup parlé, parce qu'on a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Est-ce qu'il y a une ou deux questions que vous voulez poser via le chat ou module de questions? Sinon, on va s'arrêter là et vous avez nos adresses mail. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à contacter Olivier ou à me contacter si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse un audit flash pour vous ou qu'on fasse une démo personnalisée. N'hésitez pas non plus à faire tourner cette vidéo. On va vous l'envoyer à vos collègues si ça vous intéresse. Et voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose. Non, voilà, encouragez-nous. J'espère qu'on va dans la bonne direction. Encouragez-nous et en tout cas, on va vraiment dans le bon sens, je pense, avec Maestro pour faire avancer les industries et supprimer ces fichues procédures de 50 pages que personne ne lit et supprimer les 150 procédures au poste. Nous, notre mission, c'est que les gens qui sont à leur poste de travail apprennent correctement leur travail sans stress, sans charge cognitive, au bon rythme et apprennent les bons gestes. Je pense qu'on est en plein dans notre mission quand on développe Maestro. Voilà. Encouragez-nous et ce sera le. Ouais. Et je pense que faire ça permet aussi de redonner du sens au travail des gens. Le fait d'avoir des choses claires, et c'est un des gros problèmes aujourd'hui. C'est le fait d'être noyé sur la paperasse, ça noie le sens. Et puis les gens, ils ont du mal à être productifs et à aimer leur travail. Et je pense que ça joue un rôle là-dedans aussi. Et ça, c'est valorisant. Un grand merci à vous tous. On va s'arrêter là. Un grand merci pour votre temps. Merci. N'hésitez pas à nous poser plein de questions par email. Vous avez l'adresse contact. Sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. La plupart d'entre vous avez mon adresse mail aussi. N'hésitez pas. On est à votre disposition et on va continuer de toute façon de faire des webinaires, de communiquer sur Maestro. Je pense qu'on fera d'autres webinaires sur le RACI. On fera des webinaires sur... voilà, on a toute une série de webinaires où on veut vraiment rentrer dans les détails de tout ce qu'il y a derrière Maestro, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.